Nouvelle série d'attentats en Corse. Le FLNC affirme avoir eu des contacts avec le gouvernement qui dément formellement. Les policiers ne veulent pas changer leurs horaires de travail. Ils ont entamé une grève des contraventions. Le Dalai Lama arrive en France où le bouddhisme est en vogue. Une centaine de temples sont installés dans notre pays. Tournoi de tennis de Bercy, première journée. Les Français passent. Victoire de Pioline et de Butch. Madame, monsieur, bonsoir. La Corse, toujours la Corse, encore la Corse. Avec une nouvelle série d'attentats la nuit dernière, mitraillage de la façade d'un hôtel et puis plasticage de l'appartement du député-maire de Bastia, Émile Zuccarelli. Des dégâts, mais pas de blessés. Et puis, dans le journal L'Est républicain, François Santoni, secrétaire général d'Aconculta, la vitrine légale du FLNC, canal historique, qui vit actuellement dans la clandestinité à la suite d'une condamnation, affirme que contrairement à la politique de fermeté affichée par Alain Juppé, des émissaires du gouvernement ont négocié avec lui et l'organisation indépendantiste clandestine. Démenti immédiat de Matignon. Agnès Varamian, Claude Sampère. François Santoni avait promis des révélations, promesses tenues. Dans cette longue interview, le chef nationaliste revient sur l'organisation de la conférence de presse clandestine du FLNC à Tralonca en janvier dernier. Il affirme « Ce rassemblement a été négocié avec le gouvernement ». Ce soir-là, ils étaient 600 hommes dans le maquis. François Santoni précise « On nous avait demandé de montrer le maximum de militants pour prouver que tout le mouvement adhérait au dialogue. » Dernier ajout du nationaliste, le texte lu à Tralonca avait été transmis une semaine auparavant à Alain Juppé. Le 12 janvier dernier, quelques heures après cette conférence clandestine, le ministre de l'Intérieur est en visite officielle en Corse. Monsieur Debré, bonjour. On peut savoir ce que vous pensez de la démonstration de force du FLNC cette nuit? Silence. Un mois plus tard, c'est le ministre de la Justice qui se rend dans l'île. Les magistrats corses et les élus ne comprennent pas qu'aucune poursuite judiciaire n'ait été engagée après la conférence du FLNC. Il y a 600 personnes dans l'armée, dans le maquis. Qu'est-ce que vous attendez des services de la justice et de la police? Je crois que c'est quelque chose qui est passé et pour ma part, je pense que nous avons aujourd'hui à nous occuper de ce qui est sérieux, de ce qui peut faire que la justice, quand elle doit le faire, fonctionne réellement, plutôt que du sensationnel. Avec l'ouverture d'une information judiciaire, le garde des Sceaux n'engagera la marche de la justice que 9 mois plus tard. Les silences de M. Debré et Toubon s'expliqueraient-ils par les contacts entretenus à l'époque par le gouvernement avec le Front historique? Pour François Santoni, en tous les cas, pas de doute, à ce moment-là, les négociations continuent et il cite les noms de ceux qu'il rencontre. Jean-Michel Roulet, préfet chargé des affaires intérieures et de la sécurité à Matignon. Maurice Gourdeau-Montagne, directeur de cabinet d'Alain Juppé. Jean-Claude Antonetti, Patrick Stefanini, proche aussi du Premier ministre. Aujourd'hui, le démenti du gouvernement est formel. J'indique de la manière la plus catégorique qu'aucun de ses collaborateurs, pas plus moi-même que les autres personnes citées, n'avons eu de contact au cours des derniers mois avec le FLNC Canal Historique. Qu'est-ce que vous pensez de ce démenti? Vous pensez autre chose? Vous croyez que M. Juppé va admettre avoir rencontré des gens aussi infréquentables que les gens de la Concolte? Parole contre parole, François Santoni a-t-il tout révélé? A-t-il donné tous les noms? A-t-il tout simplement des preuves? 9 mois après Tralonca, l'enquête est au point mort, mais aujourd'hui le Premier ministre utilise le mot terroriste à propos de François Santoni. Enfin, dans son interview, le leader nationaliste affirme que les ponts avec Paris ne sont pas rompus. Les policiers français ne veulent pas changer leurs horaires de travail. Leur ministre, sur recommandation d'une commission médicale, voudrait qu'ils passent de 3 jours de travail et 2 jours de repos à 4 jours de travail et 2 jours de repos. Les syndicats sont contre. Une grève des contraventions pour délits mineurs a donc été engagée à partir d'aujourd'hui. Dans cette affaire, il y a beaucoup de non-dits sur les motivations des deux parties en présence. Mathieu Huchet, Bruno Giraudon. La police est en colère et le fait savoir. Depuis quelques jours, plusieurs syndicats appellent à une grève des contraventions pour protester contre la réforme de leurs horaires. L'État veut en effet mettre fin au système dit des 3-2, 3 jours de travail pour 2 jours de repos. Mais pour les syndicats, la morosité actuelle ne vient pas du rythme de travail. Il nous faut des fonctionnaires de police qui soient bien dans leur tête pour être bien dans leur travail. Ce n'est pas le cas. Je fais allusion au nombre de suicides. Et contrairement au rapport de notre expert
je dirais, médicale de la police nationale, je ne suis pas convaincu que tout est lié au rythme de travail. Privés du droit de grève, les policiers multiplient les opérations vis-à-vis du public et distribuent ces faux PV dénonçant la réforme en cours. Mais la réaction de la hiérarchie ne s'est pas fait attendre, comme le montre ce rapport d'un commissaire. J'ai récupéré ces facsimilés, j'ai immédiatement écarté cette enveloppe afin d'éviter la propagation de ces documents. Nous ne faisons pas une grève, c'est une prévention, comme le prévoit la loi du 21 janvier 1995. Et rien que de ce cadre-là, nous sommes restés. Alors de là de nous faire des pressions, des sanctions, etc., c'est inadmissible, inacceptable pour les fonctionnaires de police que je représente. Autre aspect de la réforme de l'État, lutter contre le travail au noir durant les jours de repos. Je crois qu'il ne faut pas oublier que sur ce travail au noir, comme je le dis bien souvent, c'est la plupart du temps les chefs de service qui organisaient eux-mêmes le travail au noir à l'intérieur des services de police. Alors qu'aujourd'hui on veuille le prendre comme prétexte pour changer d'horaire, c'est un faux problème. Des rencontres avec les syndicats sont prévues toute cette semaine, mais déjà le nombre de contraventions est en chute libre depuis le début du mois d'octobre. Une partie des médecins des Alpes-Maritimes et des départements limitrophes sont en grève depuis ce matin pour protester contre la réforme de la sécurité sociale. Les Alpes-Maritimes sont, après l'Île-de-France, le département qui compte la plus grande densité de médecins pour une population relativement âgée et qui est grosse utilisatrice de soins et de médicaments. Yannick Aroussi, Didier Leduc. Clinique Saint-Georges, la plus importante des Alpes-Maritimes. 2 blocs opératoires pour près d'une centaine d'interventions par jour en temps normal. Habituellement, nous avons des programmes opératoires chargés qui se succèdent à un rythme rapproché et aujourd'hui, on a vraiment une impression de désert. La majorité des 3000 médecins libéraux du département a cessé son activité. Plus d'admission dans les cliniques, pas de consultation dans les cabinets. Au cœur de la protestation, l'instauration d'un système de quotas d'actes médicaux pour chaque praticien dès l'année prochaine. Le mouvement de grève qui touche les spécialistes et les généralistes est en fait la répétition de ce qui se passera dès l'année prochaine. Nous faisons une expérience grandeur nature pour bien montrer à la population que les médecins seront obligés de cesser leur activité pour cause de dépassement des quotas dès 1997. Est-ce qu'on demande à nos hommes politiques de reverser de l'argent parce qu'ils aggravent le chômage et parce qu'ils sont responsables et coupables du déficit qui existe dans notre pays, de la situation catastrophique qu'ils ont instaurée? Pour les patients en cours d'hospitalisation, la grève ne change rien. Tous les soins sont assurés normalement. C'est toujours les mêmes personnes qui s'occupent de moi et j'ai bien soigné. Au centre 15 qui collecte les appels d'urgence, la grève ne passe pas inaperçue. On vous a dit qu'aujourd'hui on ne pouvait rien faire pour vous, que votre cas c'était pas une urgence. 4 fois plus d'appels aujourd'hui et du personnel supplémentaire. Tout ce qui est non urgent est renvoyé bien évidemment à se reporter auprès de leur médecin traitant. Habituellement, c'est la solution. Sinon, les associations de garde de médecins urgentistes font leur travail normalement. Donc, s'il y a besoin de répondre à l'urgence médicale, on est en mesure de répondre. L'hôpital public est sur le pied de guerre. Le personnel est réquisitionné pour traiter le surplus d'admissions occasionné par l'action des libéraux. Les dépenses de l'assurance maladie ont baissé de 0,4% en septembre. C'est le 3e bon chiffre après une stabilisation en juin, juillet et août. Les navettes d'Air Inter ont pris leur envol ce matin dans 3 directions, Toulouse, Marseille, Nice. Un avion toutes les demi-heures avec des formalités d'embarquement réduites à leur plus simple expression. Ce matin, nos reporters, Sébastien Vibert, Bernard Appé, ont pris le premier avion, la première navette pour Toulouse. Reportage. Même parmi ceux qui prennent régulièrement l'avion, il y en a ce matin qui ignoraient tout de la navette. Certains ont d'ailleurs cru qu'il s'agissait d'un simple autobus ou d'un train de banlieue. La navette, je ne prends jamais la navette, je viens toujours en voiture. La navette, c'est en fait un avion qui relie désormais toutes les demi-heures Paris à Marseille, à Toulouse et toutes les heures à Nice. 3 lignes, les plus fréquentées de France, 3 lignes déficitaires pour Air Inter Europe, concurrencées par Air Liberté, AOM et TAT. La navette poursuit un objectif, étouffer la concurrence. Bienvenue à bord de la navette Paris-Toulouse. Les hommes d'affaires et les cadres sont les premiers visés par ce nouveau service. Ils représentent la moitié des passagers sur ces 3 destinations. Je me rends à Toulouse pour la demi-journée, donc ça me permet, sans réservation, de pouvoir monter dans un avion plus tôt éventuellement. Et de savoir qu'on peut le prendre tout le temps, que si on a besoin de changer d'une minute ou l'autre, on sait qu'on a un avion potentiel, comme un train en fait.
la concurrence existe, je crois que maintenant il faut être réaliste. Par contre, on a la prétention aujourd'hui de présenter avec la navette un service unique en France. Cette campagne coûte très cher à la compagnie. Ses concurrents l'accusent même de ne pas être rentable. Mais le défi n'est pas seulement commercial pour Air Inter Europe, il est aussi technique. Il faut débarquer les passagers, nettoyer l'avion, faire le plein de kérosène, le tout en une demi-heure à peine. Ce matin, pour son premier vol, la navette est repartie pour Paris avec 20 minutes de retard. La bataille du trafic aérien se poursuit avec une proposition aujourd'hui d'Air France pour reprendre la compagnie AOM après la décision de British Airways de se porter candidate à la reprise d'Air Liberté. L'attribution de Thomson au groupe Lagardère et au coréen Daewoo est désapprouvée par 72% des personnes interrogées par l'Institut CSA pour le compte du journal La Tribune. La semaine dernière, c'était les politiques qui critiquaient la manière dont s'était passée cette opération. Aujourd'hui, c'est le monde économique et notamment le président d'Alcatel lui-même qui était en course pour la reprise et qui indique que dans son plan, à lui, une société française conservait sa place à égalité avec un groupe asiatique dans les activités multimédia promises aujourd'hui au groupe coréen Daewoo. Invité de l'émission Franchement ce soir, l'ancien ministre socialiste de la Culture, Jack Lang. Il répondra aux questions d'Arlette Chabot et d'Alain Duhamel, mais tout de suite aux nôtres. Et d'abord, Monsieur Lang, bonsoir. Votre point de vue sur les événements en Corse. On a l'impression que de gauche ou de droite, les gouvernements successifs se sont toujours pris un peu les pieds dans le tapis dans cette île. Je ne peux pas accepter cette confusion. Certes, la question Corse n'est pas une question facile. Mais autant que je m'en souvienne, dans la période de Pierre Jox et de Paul Quiles, nous avions réussi à la fois à faire progresser la Corse sur le plan culturel, économique et à préserver la paix publique. Et pendant ces 5 années, n'ont pas connu la situation que nous connaissons depuis quelques mois. Cela dit, vous savez que la droite vous reproche les libérations de 81 et de 1988. Mais ça n'a absolument rien à voir avec la Corse. C'est une polémique de second ordre. Non, nous avons affaire aujourd'hui à un phénomène de gangstérisme qu'il faut traiter comme tel. Et on a trop longtemps pactisé avec des terroristes, et je crois qu'aujourd'hui, il faut en finir avec ces jeux troubles. Vous êtes d'accord avec la politique de M. Juppé, alors? Fermeté, non, fermeté. Je crois qu'il faut une politique de fermeté et de vérité. Qu'on en finisse avec des dialogues avec je ne sais quel représentant des terroristes. Il faut que, si on veut que le pays soit derrière les autorités publiques, il faut mener une politique de vérité, de transparence et de fermeté. Alors, autre sujet dont vous parlerez sans doute ce soir, mais dont vous pouvez peut-être nous dire un mot, Thomson, le Parti socialiste a l'intention de demander une commission d'enquête sur cette privatisation? Je crois que les Français ont une réaction de bon sens sur ce sujet. Quand on entend le Premier ministre dire à propos de Thomson, et spécialement du groupe multimédia, ça ne vaut rien. C'est ressenti comme une triple insulte. Insulte à l'égard des salariés, des ingénieurs qui ont construit cette belle entreprise. C'est ressenti comme une insulte à l'égard des contribuables qui vont devoir verser 11 milliards à l'entreprise. Et c'est surtout... Et c'est enfin, ressenti comme une insulte à l'égard de l'avenir et du futur, car ce groupe est l'un des tout premiers au monde dans le domaine du numérique et dans le domaine de l'électronique grand public. Donc on ne comprend pas, on se dit mais pourquoi cette cession pour 1 franc à ce groupe coréen qui, paraît-il, lui-même est lié à des phénomènes de corruption et qui n'est pas réputé, en tout cas sur le plan social, comme un groupe très respectueux des salariés. Donc il y a, je vous répète, un sentiment de colère, de révolte, et sans doute faut-il sur ce point tourner le dos à la solution envisagée et imaginer une autre solution. Merci Monsieur Jack Lang, à tout à l'heure pour la suite. On parlera également ce soir de votre livre Lettres à Malraux, édition numéro 1, à quelques semaines du transfert de ses cendres au Panthéon. Réunion à Luxembourg des ministres européens de l'agriculture. Le président de la République, Jacques Chirac, a donné comme consigne très stricte à Philippe Vasseur d'obtenir un complément de prime pour les éleveurs victimes de la crise de la vache folle. Sur place, Jean-Yves Perrin, Dominique Merlin. Philippe Vasseur joue gros ici à Luxembourg. Il doit convaincre la Commission européenne et ses partenaires d'accorder une deuxième aide exceptionnelle aux éleveurs français durement touchés par l'effondrement des cours. Or, la Commission européenne estime que beaucoup d'argent a déjà été versé. Elle a débloqué en juin dernier 5,5 milliards de francs. Elle a autorisé les pays membres à doubler la mise, ce qui fait 11 milliards potentiellement distribués aux éleveurs européens.
alors qu'elle estime le coût de la crise à 8 milliards de francs. Rien n'est gagné donc pour le ministre français, en position plutôt inconfortable. Les éleveurs du Massif central ont rappelé massivement leurs revendications, 1000 francs par vache, vendredi dernier, dans tout le centre de la France. Jusqu'à maintenant, tout s'est passé dans le calme avant la tempête, avertissent certains responsables syndicaux qui ont de plus en plus de mal à tenir leurs troupes. La position de Philippe Vasseur est d'autant plus délicate qu'il a été reçu ce matin par le président de la République juste avant de venir à Luxembourg. Celui-ci, on s'en doute, lui a conseillé la plus grande fermeté. Mais jusqu'où le ministre de l'Agriculture pourra-t-il aller dans un conseil agricole déjà durement secoué ces derniers mois par la crise de la vache folle? À cette réunion de Luxembourg, le ministre irlandais de l'Agriculture a demandé un traitement particulier pour son pays, dans la mesure où les éleveurs de bovins irlandais ont mis au point un système de marquage très particulier et très pointu du bétail. Londres, Étienne Lénart. Claire Callaghan est veuve depuis 9 mois. Son mari, un Irlandais de 30 ans, est décédé de la maladie de Creutzfeldt-Jakob et depuis elle se bat pour obtenir du gouvernement britannique des indemnités. Un médecin expert est venu dire aujourd'hui devant la cour de justice de Belfast que Maurice Callaghan était vraisemblablement mort parce qu'il avait mangé de la viande de bœuf infectée par le virus. Personne ne peut comprendre les ravages que provoque cette maladie. Et je prie Dieu de toutes mes forces pour qu'elle ne se répande pas. Si les Irlandais demandent à la communauté européenne un traitement particulier, c'est qu'ils ont un système unique en son genre de repérage des veaux. Dès leur naissance, ils sont identifiés et le numéro qui leur est attribué est rentré sur ordinateur. Avec ce système, vous pouvez retrouver chaque animal, sa provenance, son âge, s'il a été vendu ou acheté et bien sûr s'il a contracté la maladie de l'ESB. Ainsi, lorsque les bêtes sont vendues sur un marché ou lorsqu'elles sont emmenées à l'abattoir, les personnels du ministère de l'Agriculture peuvent facilement les identifier et en cas de problème, les écarter. L'Irlande n'a enregistré que 167 cas de vaches folles depuis 1989 contre 160 000 en Grande-Bretagne. Mais le combat de Claire Callaghan pourrait convaincre la communauté européenne de ne pas faire de l'Irlande un cas à part. Une centaine de maires de la région de Cognac ont manifesté ce matin devant la préfecture d'Angoulême. Ils protestent contre la taxe supplémentaire sur les spiritueux destinée à renflouer la sécurité sociale. Ils estiment que tous les alcools devraient être touchés. François Privat, Philippe Rittel. La colère d'une centaine de maires de la région de Cognac qui, ce matin, ont envahi pacifiquement la préfecture de Charente à Angoulême. Ils protestent contre le projet de taxe de 17,1% des spiritueux. Durant la journée, en Charente et Charente-Maritime, succès de l'opération Mairie morte pour dire non à cette mesure destinée à rapporter 1,5 milliard de francs à l'État dans le cadre du plan de redressement de la sécurité sociale. Toutes les personnes de ma commune vivent ou dépendent de la production cognac, indirectement ou directement. Donc c'est à nous d'expliquer aux habitants la difficulté que l'on a pour vendre du cognac sur le marché français. Vous êtes prêt à aller jusqu'où? Bien disons, nous espérons que M. Jacques Barrot reverra sa copie et donc que tous les boissons spiritueuses ou boissons alcoolisées ou spiritueuses seront, disons, taxation. Les gros négociants exportent 95% de leur production. Ils ne seront que moyennement concernés par cette mesure, même s'ils mènent actuellement campagne pour relancer la consommation du cognac en France. Plus durement touchés, les frères Moine. François et Jean-Yves sont de petits producteurs. Ils travaillent sur 40 hectares pour 1 million de chiffre d'affaires annuel, uniquement sur le marché français. Si cette loi passe, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, je suis partisan de faire la grève de l'impôt, tout simplement. Je refuse catégoriquement une nouvelle augmentation des taxes. À la veille de la discussion du projet devant l'Assemblée nationale, la mobilisation est donc réelle dans le Cognacé, où les maires menacent même de démissionner en bloc si la mesure est adoptée. Ce que nous souhaitons, c'est que la taxation se fasse non pas simplement sur les alcools forts, mais sur l'ensemble de l'alcool consommé en France. Dans cette hypothèse, pour 1 litre de vin, l'augmentation représenterait à peine une vingtaine de centimes. Protestation maintenant des patrons de casinos aujourd'hui dans plusieurs villes de France. Motif de leur colère, la décision du gouvernement de soumettre les gains des machines à sous à la CSG. Selon les professionnels du jeu, près de 10 000 emplois directs seraient menacés par cette mesure. Yasmina Farber, Didier Beaumont. L'État aimerait bien gagner une part du jackpot des casinos. L'idée de base était de soumettre les gains des joueurs à la contribution sociale généralisée. Mais impossible de savoir ce qu'un joueur a réellement gagné aux machines à sous.
Du coup, le projet de loi envisage de soumettre les casinos à une CSG multipliée par 3, soit une taxe supplémentaire de 10%. À Antibes, le casino de la Siesta est une entreprise de famille. Si la mesure s'applique, les jeux seront vite faits. Si on imagine que cette pile correspond à notre chiffre d'affaires, 60% aujourd'hui servent à payer le prélèvement de l'État et de la commune. 30% servent à payer les frais généraux de notre entreprise et ceci correspond à notre résultat. Par le biais de la CSG, l'État veut nous prendre exactement ce montant, donc la banque va sauter. Et si la banque saute, un autre problème se pose. Rien ne va plus ? La famille Ferrante venait de créer une école de croupiers à Saint-Raphaël. Une vingtaine de jeunes, entre 20 et 30 ans, avaient beaucoup misé sur un nouvel emploi. Avec une taxe supplémentaire, le casino n'embauchera pas. On fait un stage pour avoir un emploi et que cet emploi est menacé avant que nous l'ayons. Et à ce niveau-là, je pense que nous sommes tous solidaires pour protéger cet emploi. Nous étions tous à la NPE, on se retrouve avec un emploi. Et là, par cette loi, on se retrouve de nouveau au chômage. Donc c'est assez aberrant, quoi. C'est l'État qui encourage le chômage. Fraîchement racheté, le casino de Sainte-Maxime devait accueillir ses futurs croupiers et en tout 70 employés. Les propriétaires ont déjà arrêté les travaux. Le casino de la plage n'ouvrira pas ses portes pour perdre de l'argent. L'actualité internationale avec tout d'abord l'effondrement d'un immeuble au Caire en Égypte qui a fait 7 morts et des dizaines de disparus sous les décombres. C'est un problème malheureusement habituel au Caire et qui est à l'origine de ce drame. Les immeubles prévus pour 5 ou 6 étages se voient rajouter 3 ou 4 niveaux supplémentaires en raison de la crise du logement et puis aussi de la volonté des propriétaires d'encaisser des loyers supplémentaires sans prendre en compte la moindre règle de sécurité la plus élémentaire. Au Zaïre, les quelques 500 000 réfugiés Hutus continuent de errer au milieu des combats entre rebelles Tutsis et armées zaïroises. L'aide internationale est pratiquement interrompue dans la mesure où la plupart des représentants de cette aide ont été évacués. François Cornet, Martine Laroche-Joubert. Plus d'1 demi-million de réfugiés en effet maintenant sur les pistes de l'est du Zaïre alors qu'une catastrophe humanitaire majeure, pire que le génocide de 1994, se précise selon le HCR. Goma, dans le nord-est du Zaïre, près de la frontière rwandaise, semble être le point de convergence de ces réfugiés Hutus, rwandais et burundais, dispersés avant ce nouveau chaos dans les différents camps des 2 provinces du Kivu. Cette marée humaine, privée de tout, risque de venir s'ajouter aux quelques 700 000 réfugiés déjà installés avec beaucoup de difficultés dans Goma et sa région. Les organisations humanitaires ne sont plus en mesure de faire face à cette situation dramatique, doublée d'une insécurité grandissante à cause des affrontements. La plupart se sont repliés. Depuis Entebbe en Ouganda, des avions de l'aide humanitaire essaieront d'intervenir vers Goma si la situation le permet. D'après certains témoignages, la journée a été d'un calme relatif à Bukavu, malgré des tirs d'obus et d'armes automatiques partis des faubourgs. La ville serait désertée et livrée aux pillards, tandis que des camps de réfugiés rwandais, Hutus, dans la région, auraient été bombardés. Devant la difficulté de faire face à ce chaos, le Haut Commissariat aux réfugiés continue d'alerter la communauté internationale sur les risques d'une catastrophe humanitaire. En Algérie, à chaque jour ou presque son attentat meurtrier dont nous avons de plus en plus de mal à rendre compte dans la mesure où la censure gouvernementale sur les documents filmés et les photos s'est accentuée ces derniers mois, au point de devenir l'objet d'un véritable enjeu politique. C'est pour cette raison que notre enquête de ce soir, menée par Véronique Tavo et Bruno Giraudon, est intitulée « Algérie, une guerre à huis clos ». La violence presque au quotidien, Alger de nouveau la cible d'attentats. Cette fois, ce sont les cafés de la capitale qui sont visés. Campagne meurtrière, toujours le même scénario, un colis piégé explose en pleine journée. Ce jour-là, heureusement, le patron du café a eu le temps de réagir. J'ai été très surpris parce qu'ils m'ont commandé 2 sandwichs et qu'ils sont sortis aussitôt en laissant sur le comptoir un classeur. J'ai fait sortir les clients et tout a explosé. On a eu de la chance, il n'y a eu que quelques blessés. Quelques jours plus tard, c'est le Viaduc, un restaurant très populaire d'Alger qui est visé. La bombe était placée dans un autoradio. Le café était fréquenté par de nombreux policiers. Dégâts considérables et plusieurs victimes, parmi elles le propriétaire du restaurant. Ah, ça combien? Je ne peux pas vous dire. Difficile de savoir vraiment car toute information relevant de la sécurité ne doit pas être diffusée. Les journalistes algériens appellent ça l'imprimatur. 16 novembre 1995, campagne pour les présidentielles. Les promesses de paix vont foisonner. Les Algériens, en se rendant massivement aux urnes,
adresse un message sans ambiguïté aux autorités. Il se résume en quelques mots, retour à la paix civile. Yamine Zeroual est élu avec plus de 60% des voix. Calme pendant les élections, Alger vit de nouveau au rythme des attentats. La calmie n'a duré que l'espace de la campagne électorale. Attentats, voitures piégées, des morts par dizaines et de moins en moins d'images pour rendre compte de la situation. Le désir de paix porté par les urnes le 16 novembre ne se concrétise pas. Oui, actuellement, tout le monde a peur. Je mentirais si je vous dirais non, je n'ai pas peur. C'est tout le monde qui a peur. Mais ça, pour moi, ce n'est pas une obsession, non. On ne peut pas savoir de où ça va se produire, qui va le faire, donc apparemment il n'y a aucune précaution particulière à prendre. Aucune précaution pourtant. La région de la Gouate, une zone pétrolière théoriquement sous haute surveillance, va être la cible du plus grave attentat commis contre des civils ces dernières semaines en Algérie. 34 personnes vont être tuées à l'arme blanche. Seuls 2 quotidiens algériens en parleront. Terrorisme résiduel, disent alors les autorités. Censure, affirment les journalistes algériens. Les difficultés pour travailler ne cessent de se multiplier. Et ce jour-là, à la Maison de la Presse à Alger, ils sont plusieurs centaines à protester contre la censure, contre l'imprimatur, le code de l'information. La télévision algérienne occulte totalement ce qui se passe. Parfois ça révolte terriblement l'opinion publique algérienne. Il y a un décalage énorme entre parfois ce qui est publié par la presse privée, la presse indépendante en Algérie, et ce qui est rapporté par la télévision algérienne. Les télévisions étrangères n'étant pas autorisées dans la plupart des cas à travailler en Algérie sur place, pour des différentes raisons. Ce qui se passe en Algérie, effectivement, on a l'impression que ça se passe à huis clos, entre Algériens. Une guerre, loin des caméras télévision, où seules peuvent être diffusées des images volées par des photographes, souvent au risque de leur vie. Des journalistes pris entre deux feux, la violence intégriste, les pressions du pouvoir. Une guerre presque sans images, mais une guerre qui, en 4 années de violence, a fait, selon des sources non officielles, près de 50 000 victimes. Le Dalai Lama, guide spirituel des Tibétains, exilé depuis près de 40 ans de son pays, arrive en France à un moment où sa religion, le bouddhisme, connaît une vogue sans précédent, comme dans beaucoup d'autres pays occidentaux d'ailleurs. En France, d'après les derniers sondages, 2 millions de personnes seraient séduites par cette religion et une centaine de temples sont déjà implantés dans le pays. Visite dans un de ces lieux de culte installés en pleine campagne bourguignonne. Maryse Burgot, Marc Savino. Dans la campagne bourguignonne, on entend parfois de drôles de musique. Des sons venus d'Orient en plein cœur du Morvan et un temple bhoutanais au beau milieu des champs. Nous sommes au centre bouddhiste de Kagyu-Ling et si le maître des lieux est un lama bhoutanais, les fidèles, eux, sont en majorité français. Lui est professeur à l'université d'Amiens, elle est sans emploi. Comme des milliers d'autres Français, le bouddhisme est leur religion. La première fois, je suis venue en tant que visiteuse. Et puis ensuite, je suis revenue pour apprendre le tibétain. Et puis cet endroit m'a plu, de par les gens, de par les enseignements qu'on pouvait y donner. Ça m'intéresse de travailler les textes, la philosophie, de comprendre toutes ces notions clés comme la vacuité, ce qu'on appelle sagesse, l'illusion. Aujourd'hui, 2 millions de Français se disent séduits par le bouddhisme. Anne Brizard est enseignante, elle aime l'atmosphère du centre Kagyu-Ling. Selon elle, on enseigne ici une religion ouverte, moderne, adaptée à notre Occident industriel. Il y a une telle crise de société, une civilisation qui est en train de changer. Et en fait, les individus se demandent quel sens a leur existence. Et il se trouve que le Dalai Lama et d'autres maîtres tibétains peuvent apporter des réponses. Tous les week-ends, une quinzaine de stagiaires viennent ici chercher ces réponses dans la méditation. Ils paient pour écouter pendant plusieurs heures les enseignements du lama et ils expliquent qu'ils ressortent de là moins stressés, apaisés. Il y a cet effet sur le quotidien toute la journée qui est d'être plus calme et plus joyeux et d'avoir un autre regard sur sa propre vie et sur les autres et même sur les événements du monde. Et c'est ainsi qu'en pleine Bourgogne, un bon vieux château cohabite avec un temple bhoutanais.
Première journée de l'Open de tennis de Paris à Bercy avec d'entrée 2 belles victoires françaises. Cédric Pioline qui a battu l'Espagnol Sergi Bruguera et Arnaud Butch qui est passé face à l'Australien Woodbridge. François Brabant, Maryse Richard. N'en déplaise aux esprits chagrins, le tennis français va plutôt bien. Après tout, Arnaud Butch et Cédric Pioline joueront dans un mois la finale de la Coupe Davis. Et sur ce qu'ils ont montré aujourd'hui, ils n'ont aucune raison de se cacher. Surtout Pioline, qui a tout de même battu un double vainqueur de Roland Garros, Sergi Bruguera, ici au premier plan. Et en plus, en 2 petits sets. D'accord, Bruguera, ça n'est plus tout à fait ce que c'était. Mais sa victoire, Pioline ne l'a pas volée. Et en plus, il a encore fait grimper sa cote de popularité. C'est dû en grande partie à mes bons résultats ainsi qu'à la Coupe Davis. Je crois que tout le monde est sensibilisé par l'aventure qu'on mène et je crois que c'est très bien. Et Bercy et les Français n'ont pas fini de roucouler. L'adversaire d'Arnaud Butch n'avait rien de prestigieux, mais pas de quoi faire la fine bouche pour autant. Contre Woodbridge, l'Australien, le Français a gagné en 2-7 lui aussi, haut la main. À sa sortie du cours, on a pu apprécier sa cote d'amour à lui aussi. Il paraît que le tennis n'intéresse plus les jeunes à Bercy. Ça ne s'est pas vu cet après-midi. Et pendant qu'Arnaud Butch remplissait ses pages d'écriture, Lionel Roux, lui, rentrait sur le central. La chasse aux autographes n'est pas finie pour aujourd'hui. Avis de tempête sur l'ouest et le nord de la France. Des vents violents, 100-110 km/h, qui sont déjà passés par l'Angleterre, sont arrivés cet après-midi à la pointe du Groin, en Bretagne. Ont été filmées ces images. L'avis de tempête vaut également pour la Picardie, l'Île-de-France, les Ardennes, où la tempête est attendue cette nuit. Attention notamment aux Hauts-de-Fleurs. Elle ne faisait pas la pluie et le beau temps, mais elle lisait dans les astres. Madame Soleil, l'astrologue la plus populaire de France, vient de mourir à l'âge de 86 ans. Tout le monde a écouté, un jour ou l'autre, ce qu'il avait à espérer ou à redouter de sa journée. Madame Soleil. Aimables, ils sont gentils. Et cette année, ils vont très bien se débrouiller. D'ailleurs, ils savent toujours très bien se débrouiller. Sans doute, Germaine avait-elle prévu l'événement. Saturne, la planète de la mort, a croisé Madame Soleil, qui s'est éclipsée. Les Français découvrent sa voix en 1970. Un jour, face aux journalistes, Georges Pompidou s'exclame « Je ne suis pas Madame Soleil ». La pirouette présidentielle vaut consécration. Dès lors, la Mamie des Astres devient une institution. On médiatise son remariage à 78 ans. Et la télévision s'arrache ses vérités. 92 sera difficile, surtout pour les sans-emploi, vous voyez. Oui. Qu'est-ce que ça va donner entre nous, 1983 Eh bien, il y a du bon, il y a du mauvais, ça dépend. Il se murmure que 97 sera du même tonneau, mais il manquera une voix pour nous le dire. Au revoir Madame Soleil, à tout de suite, merci Julien. Cinéma maintenant, le réalisateur anglais Ken Loach est un des cinéastes les plus engagés de notre époque. Après avoir traité des conflits en Irlande, en Espagne, du temps de la guerre civile, il aborde aujourd'hui la situation en Amérique centrale et plus précisément au Nicaragua. Son film, Carla Song, est une histoire où se mêlent guerre et amour. Aubry Edler, Bernard Puissasso. Ken Loach garde son air d'adolescent inquiet, toujours soucieux d'écouter et de comprendre les autres. En 30 années de films et de documentaires, il n'a jamais cessé de dénoncer les injustices et les révoltes de notre monde. Carla Song est l'aventure extraordinaire d'un homme ordinaire, une surprise du destin dans une vie qui pourrait être celle de n'importe qui. Chauffeur de bus à Glasgow, George, prisonnier d'un univers morne et sans promesse, tombe amoureux de Carla, réfugiée nicaraguayenne. Ce bus ne bougera pas d'un centimètre tant que tu ne leur as pas lâché la jambe. Pour la dernière fois, donnez-moi votre nom de famille, sinon je vais devoir appeler la police. Fous-lui la paix, elle comprend rien. Pour l'aider à affronter les souvenirs d'un passé douloureux dans son pays en pleine guerre de libération, il laisse tout tomber pour faire avec elle le voyage vers le Nicaragua. Nicaragua libre. Des crimes de guerre horribles ont été commis contre le peuple du Nicaragua dans les années 80. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce film. Mais en le réalisant de telle façon que l'histoire puisse toucher n'importe qui. Ne croyez-vous pas qu'il est plus facile de défendre la liberté et la justice dans un autre pays que le sien ? Oui, on dit que le problème avec les révolutionnaires de salon, c'est qu'ils ne défendent que la prochaine révolution.
surtout si elle n'a pas lieu chez eux. C'est très vrai. Alors on peut dire que la meilleure façon d'aider le Nicaragua, c'est de se battre pour la justice dans son propre pays. Est-ce que ça t'est arrivé dans ton existence d'être terrifié, d'être tellement paralysé que ton petit trou de balle, que ton petit trou du cul te lâche au point de te chier dessus? Rien n'a préparé Georges à comprendre, à supporter la réalité qu'il découvre là-bas, dans ce petit pays d'Amérique centrale. Il y apprendra pourtant l'amour, la solidarité et le courage. Ken Loach espère que ses spectateurs, en écoutant la chanson de Carla, ressentiront compassion et colère. Lui, inflexible, continue son combat. Il travaille en ce moment à un documentaire consacré aux dockers de Liverpool, menacés par le chômage. Dans quelques instants, la météo de Sophie Davant. Attention donc au vent sur la partie nord du pays. 20h50, votre série Dans un grand vent de fleurs. 22h40, franchement donc. Arlette Chabot, Arlin Duhamel reçoivent Jack Lang. Minuit, le dernier journal, Dorothée Lyrique. Demain, 7h50, les 4 vérités. Gérard Leclerc recevra Alain Lamassoure, porte-parole du gouvernement et ministre du budget. À 13h, vous retrouverez Patrick Chen. Quant à moi, je vous retrouverai demain soir à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.